Eh bien bonjour, merci à tous d'être avec nous ce midi à l'espace Chaillol pour une conférence qui s'annonce véritablement passionnante, puisque le thème exact c'est être et intelligence extraterrestre vers une typologie. Donc on va parler de vie extraterrestre, on va parler d'intelligence extraterrestre, et on a un plateau avec 4 scientifiques et une fille de la bande, une fille de science-fiction, une auteure de science-fiction, Sylvie Lenné. Alors, je vais peut-être commencer par la fille, hein, en termes de présentation. Sylvie Lenné, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à Lyon, qui est aussi auteure de science-fiction avec 4 recueils de nouvelles aux éditions ActuSF, dont le dernier, l'Opéra de Chaya, vient de sortir, et qui, alors justement, en termes de vie extraterrestre, c'est pas une marotte, mais enfin, elle aborde la thématique assez régulièrement. Vous l'avez compris, l'idée vraiment de cette table ronde, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on imagine la vie extraterrestre, et puis de laisser aussi un petit peu partir notre imagination, savoir si les scientifiques, parfois, recherchent d'autres vies qui sont complètement folles ou différentes. À mes côtés, j'ai Claudio Macon, astronome italien, directeur scientifique du programme d'exploration spatiale pour l'Académie internationale d'astronomie, et qui a la chance d'avoir non pas une rue, non pas une place, mais un astéroïde à son nom, mais qui va surtout nous parler aussi du programme SETI. Donc on va pouvoir en discuter ensemble. Juste à côté de Sylvie Lenné, Thierry Pozzo, qui est membre de l'Institut universitaire de France, qui participe à l'implantation d'une plateforme européenne de robotique humanoïde, mais qui a aussi travaillé sur la microgravité et notamment comment les astronomes vivent en apesanteur. Donc là on a aussi des... C'est pas tout à fait de la vie extraterrestre, mais en tout cas c'est de la vie de l'humain confronté à l'espace. Juste à ce côté, nous avons Hervé Cotin, professeur en chimie en astronomie, membre du conseil d'administration de la Société française d'exobiologie. Vous travaillez aussi sur la Station spatiale internationale, donc vous allez pouvoir nous dire tout ça. Et puis, le plus à droite de cette table ronde pour vous, Gilles Moutier, qui est docteur en chimie et qui travaille notamment sur les développements et la méthodologie d'analyse dans les milieux hostiles. Vous travaillez notamment sur Mars et sur les roches, donc on va pouvoir aussi voir et discuter avec vous des formes de vie qui pourraient être, qui pourraient ne pas ressembler à ce qu'on a aujourd'hui sur Terre. Je voudrais passer la parole d'abord à M. Macon, nous rappeler un peu SETI et où est-ce qu'on en est dans ce programme. Normalement, il fonctionne. Il fonctionne. Merci. Alors, avant tout, je voudrais m'excuser parce que ma connaissance de la langue française n'est pas suffisante. Alors, quelques mots sur SETI. SETI, c'est le seul programme scientifique qui va utiliser les plus grands programmes radiotélescopes que nous avons sur la Terre pour voir si nous avons la possibilité de recevoir des messages par... Nous ne savons pas exactement quelle civilisation extraterrestre, mais nous pensons que s'ils ne sont pas trop loin dans la galaxie, il y a la possibilité que les messages qu'ils peuvent envoyer sont susceptibles d'être pris par les radiotélescopes. Alors, si vous voulez savoir la distance estimée de la civilisation la plus voisine, je vais vous donner une donnée, mais c'est ma opinion personnelle. Il n'y a pas de théories scientifiques qui font des prévisions exactes sur cette distance, bien sûr. Alors, je pense que d'une façon statistique, la civilisation extraterrestre la plus voisine pourrait être à quelques 1000 années-lumière de la Terre. En particulier 2000, 3000, une chose comme ça. Alors, ça c'est une distance très petite par rapport à la dimension de la galaxie, qui c'est très grande, c'est 100 000 années-lumière en diamètre. Mais elle est malheureusement trop grande pour notre antenne maintenant. C'est-à-dire que tous les efforts que nous avons faits dans 50 ans n'ont pas donné de résultats. Et je pense que la raison est que les antennes ne sont pas suffisamment grandes, ou si vous préférez,
les ordinateurs ne sont pas si puissants pour calculer, faire les calculs pour trouver le signal au fond du bruit de fond. Alors, ça c'est ma idée du SETI et je pense que ça c'est suffisant pour une idée première sur ce sujet. Ce que vous me disiez en fait, c'est que vous exploriez une toute petite partie de l'espace. Hein? Absolument oui. Il y a beaucoup de raisons. Avant tout, nous connaissons seulement les 100 000 étoiles les plus voisines au Soleil dans la galaxie. Et ça, c'est parce que nous avons eu une mission spatiale qui s'appelait Hipparcos, qui était une mission européenne qui a pu calculer les parallaxes, c'est-à-dire les distances des 100 000 étoiles les plus voisines au Soleil. Mais bien sûr, dans la galaxie, il y a beaucoup plus des étoiles. Et alors, c'est d'une façon pratique impossible pour nous de faire des recherches sur les autres étoiles. Thierry Pozzo. Moi, je voudrais poser une question à M. Bien sûr, allez-y. Donc, dans la perspective de rentrer en contact avec des intelligences extraterrestres, est-ce que vous les imaginez anthropomorphes ou alors complètement différentes de l'homme? Autrement dit, si elles sont ces créatures anthropomorphes, on peut effectivement communiquer, on peut imaginer de communiquer avec eux parce qu'ils vont manipuler les mêmes outils, ils auront peut-être les mêmes configurations nerveuses, des organes sensoriels identiques aux nôtres, anthropomorphes. Ou de l'autre côté, donc, une perspective de rentrer en contact avec des êtres qui sont absolument différents, qu'on a du mal à imaginer parce qu'on est souvent justement sur cette perspective de projection de nos propres modèles sur des modèles extérieurs. Et dans ces conditions, si on veut rendre l'activité du SETI scientifique, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question d'avoir un deuxième laboratoire qui pourrait vérifier les observations du premier, mais le deuxième étant un laboratoire qui ne serait pas terrien, qui serait un laboratoire extraterrestre. C'est la validation scientifique, hein. Merci. Alors, bien sûr, la demande est très difficile et je ne sais pas la réponse juste. Mais avant tout, je dois dire qu'au point de vue du SETI, strictement, nous ne savons pas s'ils ont des intelligences comme les nôtres ou d'une forme différente. Mais je voudrais dire qu'il y a eu un scientifique allemand qui s'appelait Hans Freudenthal, qui a conçu et développé un langage pour les communications avec les extraterrestres. En latin, c'est lingua cosmica et l'abréviation c'est Linkos. Alors, si vous voulez connaître de plus, vous allez chercher Linkos sur Internet et vous dire les choses. L'idée fondamentale, c'est qu'il est possible de transmettre des messages fondés exclusivement sur la science. Par exemple, avant tout, nous avons à établir avec les extraterrestres la distance fondamentale entre deux objets. La distance fondamentale entre ces deux objets, c'est la distance entre deux atomes d'hydrogène. Parce que la chimie est exactement la même dans tout l'univers. Alors, ainsi que nous connaissons cette distance, les extraterrestres connaissent cette distance. Un autre exemple, si nous voulons calculer le temps d'une façon universelle, le temps dans cette galaxie, en particulier dans cette partie de la galaxie, est calculé avec la rotation des pulsars, les étoiles qui tournent autour de l'axe, chaque étoile avec une période différente. Alors, depuis que nous connaissons les étoiles, je pense 400, 500, 1000 étoiles comme ça dans la galaxie, s'il y a une autre civilisation pas trop loin de nous dans la galaxie, ils doivent connaître cette étoile exactement la même. Alors, sur le temps des étoiles, il est possible d'établir un temps universel et des choses comme ça. Ça, c'est ma réponse. Gilles Moutier, alors justement, sur les formes de vie différentes. J'avais envie de dire, quelqu'un a dit, pour trouver, il faut d'abord savoir quoi chercher. Et la difficulté, pour moi, elle est celle-là. Que doit-on chercher? Or, ce que nous connaissons, et je mets de côté justement le côté extrêmement créatif, le côté extrêmement imaginatif, mais ce que nous connaissons est ce que nous connaissons. Et c'est difficile de se transposer vers des choses qui nous sont inconnues.
d'un point de vue chimie, parce que si à l'échelle macroscopique nous sommes de la biologie, à l'échelle microscopique nous sommes des réactions chimiques qui se font en permanence, à l'échelle de l'organisation de notre fonctionnement, l'être humain tel que nous connaissons vit en communauté, mais s'il vit en communauté, c'est parce qu'il y a une raison, parce que l'être humain est un être plutôt faible et qui s'en sort parce qu'il vit en communauté grâce à son intelligence, mais rien ne nous dit qu'ailleurs c'est forcément la norme. Et puis, il y a toutes ces choses qui les relient. Or, ce que nous connaissons sur Terre et ce que nous avons commencé à découvrir à l'extérieur de la Terre, finalement, ne nous donne pas de réponse. Donc, par exemple, sur Mars, alors, je voudrais tuer tout de suite quelque chose qui est peut-être mal compris. L'exploration de Mars n'a pas pour objet de savoir s'il y a de la vie sur Mars ou pas. On sait qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas eu. Par contre, la question était de savoir, lorsque Mars et la Terre étaient deux petites sœurs qui se sont formées en même temps et qui avaient à peu près la même structure, est-ce qu'aujourd'hui que la planète Mars est morte, est-ce qu'on retrouve des briques qui, si la planète avait continué à se développer, auraient amené à la vie? Et si on en trouve, ces briques sont-elles identiques à celles que l'on trouve sur Terre ou sont-elles très différentes? Si elles sont identiques, ça ne nous donnera pas beaucoup d'informations sur la question qui est posée. Si elles sont différentes, au contraire, ça nous en donnera. Et donc, il y avait derrière une question presque philosophique qui était: la vie telle que nous la connaissons, c'est la nôtre, c'est nous-mêmes. Si la vie existe derrière, est-elle obligatoirement identique à ce que nous connaissons ou peut-elle être totalement différente? Et c'était un premier pas pour répondre à cette question, cette exploration martienne. La réponse, alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais par rapport à la question qui est posée malheureusement, les briques que l'on retrouve sont des briques identiques à celles que l'on retrouve sur Terre. Donc ce qui veut dire que probablement, potentiellement, si la planète Mars avait continué de se développer, probablement, elle aurait mené à une forme de vie qui serait fort probablement peu différente de la nôtre. Alors, il n'y aurait peut-être pas deux bras, deux jambes, mais il y aurait en tout cas un développement organique qui serait peu différent. Ce qui veut dire que ça ne répond pas à cette question-là. Il est donc d'autant plus difficile d'imaginer d'autres formes de vie, de communication, d'intelligence que celles que nous connaissons aujourd'hui. On imagine la chimie aujourd'hui parce que nous connaissons du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Or, depuis un certain nombre d'années, depuis 20, 30, 40 ans, on a pu mettre en évidence sur Terre des formes de chimie qui alimentaient des formes de vie totalement différentes. Sans oxygène, en présence de sulfure, en milieu extrêmement acide, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, d'autres formes de vie peuvent exister, totalement différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si d'autres formes de vie existent, il n'y a pas de raison que l'intelligence en découle derrière, et si l'intelligence en découle derrière, elle sera probablement adaptée à cette forme de vie-là, donc pas forcément identique à la nôtre. Alors ça pose plein de questions. Hervé Cotin et puis après Thierry Pozzo. Oui, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de dire, c'est la question de la différence. On pense à la vie extraterrestre comme une vie qui est différente. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence? La différence morphologique, ça, il suffit de regarder la vie sur la Terre, les différentes formes de vie sur la Terre. Nous, êtres humains, on représente une fraction vraiment infime de la diversité du vivant qui existe sur notre planète. Et en termes de forme, de taille, il y a un bestiaire qui est assez inimaginable de formes différentes de vie qui existent sur notre planète. Et d'ailleurs, quand on regarde les projections qu'on fait en général de vie extraterrestre dans les films de science-fiction, souvent ce sont des dérivés un peu humanoïdes de batraciens, d'insectes. Et se poser la question de savoir à quoi pourrait ressembler, mais en termes morphologiques, une vie extraterrestre autre que la nôtre, à mon avis, ça n'a pas vraiment... Enfin, c'est rigolo, c'est intéressant de se poser la question, mais on est forcément voué à l'échec parce qu'il suffit de regarder la diversité de formes de vie sur notre planète. Après, la différence en termes de fonctionnement, ça c'est quelque chose d'assez fondamental parce que certes, toute cette diversité du vivant qui existe sur notre planète fonctionne de la même manière. Il y a à quelques nuances près, c'est des protéines qui sont formées du même type de molécules. Ce sont des molécules comme l'ADN, l'ARN, des cellules. Tout ça, cette différence, elle est basée sur une
sur une structuration chimique, biochimique qui est intrinsèquement la même partout. Alors si un jour on rencontre une vie extraterrestre, je ne pense pas que la question qu'on se posera, ça sera est-ce qu'elle est différente en termes de forme, mais plus en termes de fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que c'est du carbone? Est-ce que si c'est du carbone, comme je pense quand même c'est probable, est-ce que ce sont les mêmes types de molécules qui assurent le fonctionnement? En d'autres termes, c'est est-ce qu'on pourra manger les extraterrestres ou est-ce qu'ils pourront nous manger aussi, hein, réciproquement? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, en fait, là, le problème qui est posé, c'est un peu le problème de la controverse de Valladolid, c'est-à-dire est-ce que les Indiens ont une âme, ou alors ce fameux tableau de la première messe des Indiens au Brésil. C'est-à-dire, ce qui est différent de nous, alors là, c'était culturellement et du point de vue de la religion, ont les mêmes intelligences. Donc, on ne peut pas s'empêcher de, sans arrêt, aller vers l'autre en transportant de l'ethnocentrisme, en transportant des représentations. Et donc, je pense que pour la vie extraterrestre, c'est la même chose. Et en plus de ça, se rajoute, si vous voulez, des connaissances technologiques qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on emmène avec son bagage intellectuel pour projeter aussi sur les extraterrestres qu'on voudrait bien trouver à l'extérieur. Donc il y aura, à mon avis, des intelligences extraterrestres autant qu'il y aura de passion pour l'informatique, pour les technologies, pour la biologie. On va faire des typologies comme ça en fonction de nos champs de connaissances. Je pense que c'est ça l'idée. Sylvie, tu voulais réagir? Oh bah, depuis tout à l'heure, j'ai envie de réagir parce que forcément, quand on est auteur de science-fiction, on prend beaucoup de plaisir à jouer avec toutes ces hypothèses-là. Je voulais soumettre la trame d'une histoire que j'ai écrite à Claudio Maccone en prenant le risque qu'il la trouve ridicule. Mais j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Un signe de SETI », dans laquelle le principe de la rencontre avec une civilisation extraterrestre, c'est le fait qu'on capte avec le grand télescope d'Arecibo des signaux que l'on arrive à décrypter comme étant des engrammes de personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de signaux à partir desquels on peut non seulement reconstruire virtuellement une personnalité, mais au-delà, on va carrément les incarner dans un environnement virtuel. Et c'est comme ça que le dialogue va s'établir, ce qui pour moi était un procédé tout à fait agréable à utiliser parce que je n'avais pas besoin ni d'imaginer leur biologie, ni d'imaginer leur environnement. Il ne restait que la trace de la personnalité que l'on incarnait dans un environnement que l'on maîtrisait totalement. Est-ce que l'idée vous paraît totalement absurde? Non, non. Je pense que l'idée est bonne. J'ai seulement un problème à comprendre. Comme peut-il être un dialogue? Parce qu'il y a beaucoup d'années à attendre. Alors, veuillez m'excuser, mais ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue, tout à fait. Exactement. C'est plutôt une forme de double. Si dans le futur, les physiciens vont découvrir des autres formes de communication plus vite que la vitesse de la lumière, alors c'est un autre jeu. Hein? Et je pense bien sûr à l'entanglement en anglais. Je ne sais pas comment vous le dites en français, mais veuillez m'excuser. Entanglement. Ok, c'est une question de mécanique quantique. Mais maintenant, nous n'avons pas des moyens de communication plus vite que la vitesse de la lumière. Mais à part de ces problèmes, je pense qu'il est une bonne idée, parce que s'il y a des intelligences très plus avancées que nous, ma opinion personnelle est que cette intelligence dépend moins et moins sur les corps où ils vivent. Hein? Alors, l'esprit, c'est la chose fondamentale. Merci. Et je voulais aussi réagir sur d'autres choses. D'abord, je suis très contente d'avoir entendu Hervé Cotin parler de rencontres avec des extraterrestres, autrement que sous l'angle comment allons-nous communiquer et parler avec eux. Et la question, est-ce qu'on peut les manger? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Et pour dire qu'on peut avoir toutes sortes d'interactions. Jérôme est bien placé pour savoir que j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Petits arrangements intragalactiques », dans laquelle, effectivement, tout l'enjeu de la rencontre, c'est de savoir déjà si il y a certains êtres sur la planète qui sont suffisamment compatibles du point de vue des
des acides aminés de leur biologie fondamentale pour que le malheureux humain qui s'est échoué sur la planète puisse manger quelque chose. Bon, je ne vous raconterai pas ce qu'il trouve à manger. Mais, de manière générale, on parle beaucoup ici d'échange et de communication, mais on ne se demande pas tellement ce qu'on veut faire avec des extraterrestres. Quelle est la finalité de cette rencontre? Alors, on est un peu en panne, nous, auteurs de science-fiction, sur la question. En général, on se dit, soit ils sont plus évolués que nous, et ils vont nous apporter de la connaissance, la santé éternelle, résoudre tout un tas de problèmes de toutes sortes. Ce seront des sauveurs. Soit ils sont plus intelligents que nous, et c'est hyper inquiétant, parce que s'ils sont belliqueux, ils vont nous détruire avec une grande facilité. Et puis, s'ils sont moins intelligents, bon, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, il est beaucoup plus intéressant et difficile de se dire s'ils sont intelligents d'une manière totalement différente. Je suis désolée, mais quand vous dites, Alexandre Astier en a parlé d'une manière très drôle dans son spectacle, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, quand vous dites l'intelligence, c'est tout naturellement la science qui en est le véhicule universel et commun. Alexandre Astier, il prend cette question sous un angle extrêmement drôle dans son spectacle, et il dit prenez la majorité de la population terrestre, exprimez une notion de distance ou une notion temporelle à partir de l'atome d'hydrogène, ça n'est pas à la portée de 98% de l'humanité. C'est pas son rapport immédiat avec le monde. Faire le présupposé qu'une approche purement scientifique et le véhicule commun qui va relier la pensée d'extraterrestre avec une pensée humaine, c'est un postulat très fort et il est sûrement interrogeable. Alors, qui veut réagir? Peut-être M. Macon et puis après Gilles Moutier. Allez-y. Désolé, je ne sais pas quoi dire, mais je vais vous dire une chose, que les scientifiques qui font le SETI ont le devoir de trouver qu'est-ce qu'il y a là-haut. Nous ne savons pas si nous allons rencontrer des civilisations plus avancées. Je pense que oui, pas moins avancées, parce que nous sommes une civilisation très jeune dans la galaxie. Vous m'avez demandé qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous rencontrons les extraterrestres. Je pense qu'il y aura un échange d'informations. Bien sûr, un échange d'informations qui sont plus utiles pour nous que pour les extraterrestres. Et nous pensons, mais c'est une idée optimiste, que le progrès qu'ils ont eu n'est pas seulement un progrès technologique, c'est aussi un progrès moral. C'est-à-dire ils n'ont pas de guerre, ils ont compris qu'il est mieux améliorer les conditions de la vie et des choses comme ça. Ça, c'est ce que nous pensons, nous pouvons trouver. Mais nous ne sommes pas sûrs et il faut chercher exactement parce que nous ne sommes pas sûrs. Gilles Moutier. Oui. En fait, je voulais rebondir sur la question par une autre question qui me semble importante. Oui. Pourquoi voulons-nous chercher d'autres formes de vie ou d'autres existences à travers l'univers? Je ne sais pas répondre à la question, mais je pense que c'est important de se poser la question pour savoir quelle est notre attitude à la fois de recherche et en cas de rencontre, que faire. Alors, pourquoi mes réponses à moi, mais qui ne sont que des réponses personnelles, pour ne pas être tout seul. L'être humain individuellement déjà essaye de ne pas être tout seul, donc on a des conjoints, des enfants, des amis, un environnement, donc à l'échelle d'une planète aussi, ça donne cette notion-là. Dans un but de progrès scientifique, d'une forme de prosélytisme, c'est-à-dire ou bien apporter à quelqu'un qui est moins avancé que nous, ou bien recevoir d'eux, mais c'est un peu égoïste comme fonctionnement. Et puis, on peut imaginer qu'à l'inverse, de l'autre côté, la forme de vie extraterrestre, elle n'a pas forcément envie de communiquer avec nous, quelle qu'en soit la raison.
quelle qu'en soit la raison, parce que nous serions moins avancés et que finalement on est des petites fourmis par rapport à leur mode de vie, donc il n'y a aucune raison que ça les intéresse, ou parce que nous sommes observés sans qu'on le voie et on voit bien quand même que le fonctionnement humain n'est pas toujours d'un pacifisme total, et donc finalement ça ne les intéresse pas plus que ça. Peut-être que là où on est en train de parler, tout ça est déjà entendu, écouté, mais voilà. Donc je pense que c'est une vraie question. Pourquoi chercher ailleurs? Et si on trouve, comment agir? Comment réagir? Alors tout le monde veut répondre. Donc d'abord Thierry Pozzo, Hervé Cotin, puis Sylvie. Oui, alors donc en fait la réponse, les biologistes la connaissent partiellement, c'est-à-dire que l'homme c'est un animal social, il a besoin de l'intersubjectivité, il a besoin de repousser les frontières, c'est un organisme cosmopolite, il est partout sur la Terre, donc quand la Terre est trop petite, il essaie d'aller à l'extérieur. Je pense que c'est ça qui pousse en fait notre besoin d'aller voir ailleurs. Qui d'ailleurs est un instinct que les extraterrestres n'ont peut-être pas, comme vous l'avez mentionné. Donc ça aussi c'est déjà une limite à la possibilité de rentrer en contact avec à nouveau des créatures qui n'auraient pas les mêmes représentations en termes de cosmopolitisme par exemple. Mais je voudrais quand même insister sur le point qui consiste à dire que nos moyens de communication avec l'extérieur, on peut les comprendre comme, on va dire, un exo-darwinisme, c'est-à-dire ce sont des matériels qui sont des prolongements de nos corps. Donc si ces matériels qui nous permettent de communiquer par ondes radio, etc., ne sont pas compatibles avec les corps en face, ça ne marchera jamais. Donc il n'y a qu'une seule alternative, une seule possibilité, c'est de rentrer en contact avec des doubles de nous-mêmes. Le reste, c'est beaucoup plus mystérieux et je pense qu'il faut faire vraiment preuve d'imagination pour éventuellement rentrer en contact avec quelque chose qui ne ressemble pas. Hervé Cotin. Oui, il faut bien réaliser qu'il y a des milliards et peut-être même des milliards d'autres espèces vivantes sur notre planète. On en est une. Et se poser la question de savoir quel type d'interaction on aurait avec d'autres formes de vie extraterrestres, j'aurais tendance à me dire, pose-nous la question de quel type de relation déjà on a avec les autres espèces vivantes sur notre propre planète, et elles sont extrêmement réduites. Il y a quelques espèces, les chiens, les chats, les chevaux, voilà, bon, ça nous est des animaux de compagnie, des animaux, les vaches, qui sont pour le loisir, pour se nourrir. Maintenant, on n'a plus trop besoin d'autres espèces vivantes pour les travaux, mais en gros, c'est le type d'interaction qu'on a établi, que notre civilisation a établi avec les autres espèces vivantes de notre planète. Et les autres, on les ignore, on cohabite. Les bactéries, quand elles nous rendent malades, on essaye de les contrer, de les détruire. Donc il y a assez peu d'interactions déjà entre êtres vivants de différentes espèces sur notre planète. Et donc, ce qui est sous-jacent avec cette question de vie extraterrestre, on sous-entend, et c'est ce qui est dans SETI, une vie intelligente, une espèce qui a envie de communiquer avec d'autres espèces, qui a envie d'explorer. Et il faut bien se dire qu'on sait que la vie est apparue sur la Terre. On n'a aucune idée de la probabilité qu'elle puisse apparaître ailleurs. Alors pour l'instant, ce qui peut nous permettre d'être d'être optimiste justement, c'est qu'il n'y a rien qui nous semble complètement impossible, infaisable dans les scénarios qu'on bâtit sur ce qui a pu se passer sur la Terre pour que la vie émerge. Mais on a un exemple, la Terre, et tant qu'on n'en aura pas trouvé un deuxième, alors peut-être en explorant Mars ou peut-être je ne sais pas où et je ne sais pas quand, ou grâce à SETI ou d'autres programmes d'exploration, on ne pourra jamais placer le curseur entre, effectivement, la vie est un événement unique, l'espèce humaine intelligente cherchant à explorer, à communiquer est aussi quelque chose d'unique dans l'univers, et le curseur inverse, c'est-à-dire que c'est courant, c'est somme toute banal. Bon, c'est difficile à trouver pour des échelles de temps, pour des échelles de distance, mais on est quelque part entre les deux, et on ne sait pas où se placer pour l'instant. Il faudra peut-être que vous nous disiez un mot de Rosetta tout à l'heure. Sylvie Néné, puis après Monsieur Wacon. Sylvie. Moi, je commence à avoir une idée qui émerge suite à toutes ces discussions avec des chercheurs en intelligence artificielle, des biologistes, des gens qui font des neurosciences.
Et petit à petit, je commence à entrevoir un truc que je trouve complètement génial. C'est l'idée qu'on a de plus en plus besoin d'une forme d'intelligence collective humaine, donc qui serait l'intelligence de l'espèce, qui serait capable de raisonner globalement au-delà des intérêts individuels sur la sauvegarde de l'humanité globalement et de trouver comment mettre en place toutes les conditions nécessaires à sa survie. Et effectivement, en tant qu'espèce et en tant que collectif humain, on n'a pas su saisir la chance qui nous était offerte de dialoguer avec des espèces animales présentes sur Terre, parce qu'on est parti avec un énorme atout et qu'on était a priori en tant qu'individu largement plus intelligent pour ce qu'on en sait, en tout cas à l'aune selon laquelle on analyse cette intelligence, on est au-dessus. Donc si on a raté le coche sur Terre, peut-être que notre vraie chance, et peut-être même la dernière chance, c'est d'émerger en tant qu'espèce, de prendre conscience de nous-mêmes en tant que collectif social, en rencontrant une autre espèce. En espérant qu'on va être capable de ne pas la juger sur des critères trop anthropomorphiques, justement, selon lesquels, si on le fait, elle sera forcément moins bien que nous, au sens humain du terme. Comment va-t-on, au-delà d'une menace, être capable d'envisager des formes d'intelligence différentes et de les apprécier, autrement au-delà de l'intérêt direct qu'on va y trouver en tant qu'espèce. Monsieur Macon, je vous voyais hocher la tête. Est-ce que vous avez une réaction à tout ça? Absolument, je suis d'accord sur l'idée que nous avons avant tout à comprendre nous-mêmes. Et bien sûr, les sciences que vous avez nommées, et en particulier les sciences sociales et les progrès qu'il y a eu dans les années dernières sur les ordinateurs pour analyser mieux les sciences sociales sont fondamentales. Alors, si nous allons rapporter cette situation avec une autre intelligence, c'est difficile de dire qu'est-ce que nous pouvons trouver. Je pense qu'il y a 6 planètes extraterrestres déjà découvertes maintenant. Je parle de quelques mille planètes extraterrestres qui ont été découvertes dans les derniers 15 ans. Alors, si nous parlons des planètes extraterrestres, il est très clair que d'une façon statistique, nous ne pouvons pas être seuls dans la galaxie. Ils ont fait des considérations mathématiques qu'il y a une chose comme 40 milliards de planètes comme la Terre dans la galaxie. Alors, d'une façon statistique, il est impossible que nous soyons seuls. La difficulté, c'est de trouver les étoiles justes, c'est-à-dire que les SETI doit être plus concentré sur les étoiles qui nous pensons peuvent avoir la vie, et en particulier augmenter les recherches, parce que maintenant, je dois dire qu'il n'y en a pas de coordination internationale sur SETI, malheureusement. Chaque pays fait les SETI qu'ils veulent, avec le petit argent qu'ils peuvent trouver et des choses comme ça. Alors, les SETI, c'est un champ jeune, nous avons beaucoup à explorer, et nous avons à persévérer dans ce but. Oui, donc moi je pense qu'on pourrait aussi progresser dans la façon de se projeter dans le futur si on sortait de l'idée que l'intelligence, la principale qualité intellectuelle, c'est de calculer. Actuellement, c'est ça. Quand on l'a en ce moment, quand on parle d'intelligence, on parle des ordinateurs et de l'intelligence calculatoire. On est d'accord? Bon, il faut admettre que ce n'est pas la seule qualité humaine, ou ce n'est pas la plus importante de calculer. Je pense qu'il y en a bien d'autres qui sont très importantes. Donc, pourquoi ne pas envisager de communiquer avec d'autres espèces autrement que par rapport à cette compétence qui est une compétence calculatoire, vous voyez? Donc ça, c'est quand même une limitation très importante, et je pense que si on veut effectivement arriver à un monde idéal, ou en tout cas une interaction idéale avec les autres espèces, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette liaison binaire, de cette relation binaire qu'on développe aussi dans la société moderne entre les humains, et qu'on est en train d'exporter vers l'extérieur. Gilles Moutier. Alors, encore une fois, on est dans le même questionnement qui est ou bien une intelligence extraterrestre
existe, qui est du même type que la nôtre, et alors on sait comment faire pour la contacter, ou bien c'est totalement différent de ce que nous connaissons, et à ce moment-là, comment faire pour la contacter? Effectivement, on a nos technologies, nos sciences, nos modèles calculatoires, notre physique, oui, mais si c'est quelque chose qui ne répond pas à ça, qui ne correspond pas à ça, la seule solution que je vois, c'est que finalement, eux nous contactent. Nous n'avons pas les moyens, les outils, les connaissances, le savoir-faire, on ne sait pas comment faire. Donc à eux de nous contacter. Ou alors à se baser sur peut-être le côté créatif d'auteurs qui pourraient se projeter dans des formes... j'aime pas le mot anthropomorphe, mais largement au-delà de ce que nous pouvons nous-mêmes imaginer basé sur nos savoirs, qui pourrait à ce moment-là peut-être nous aider à trouver d'autres voies. Sylvie. Oui, moi je l'ai fait avec une nouvelle qui s'appelle Un amour de sable, où effectivement il y a une intelligence extraterrestre qui est sur sa propre planète. On la rencontre en débarquant, et comme elle se présente sous la forme de gros tas de sable, les humains n'ont absolument pas conscience d'avoir pris contact avec une autre forme d'intelligence, et qui pourtant est bien réelle. Et les humains ont beau en prélever un échantillon, donc c'est une forme d'intelligence un peu fractale puisqu'elle est collective. Quand on en prend un morceau, on a un petit bout de la personnalité initiale, mais pas toute la richesse des souvenirs et des potentialités. Et l'échantillon qui a été prélevé va vivre la rencontre en l'apercevant avec les outils dont elle dispose, et donc va faire sa propre analyse de la rencontre et du contact. Mais dans mon histoire, c'est logique, et malheureusement, je crains que ce soit inévitable à l'heure actuelle. Comme il n'y a pas de dialogue possible et qu'il n'y a pas de communication directe, ben les humains ils se rendent pas compte du tout de la rencontre qui a eu lieu. Et j'espère que ça se passera autrement si on a cette occasion-là. Mais le sable s'en rencontre. Le sable, on est parfaitement conscient, oui. Et extrêmement heureux de la rencontre, parce que c'est une créature très civilisée qui dialogue avec les autres sables de sa planète, où on a des processus d'échange d'informations à travers des échanges de grains de sable. Donc il est extrêmement heureux, il a vécu une aventure formidable et il en tire ses propres conséquences selon son raisonnement. Mais bon, les humains n'ont rien vu, et pourtant ils ont beaucoup patouillé avec le sable, ils ont joué avec, ils ont fait des châteaux de sable. Hervé Cotin, vous avez lu la nouvelle? Oui. Une réaction là-dessus, elle est dans le recueil L'Opéra de Chaillot. Oui, justement, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce qu'on se pose souvent la question, nous, en tant que chimistes, est-ce que la vie c'est forcément basé sur le carbone? Est-ce que c'est forcément basé sur le solvant eau liquide? Et là, justement, c'est une nouvelle où on est pris complètement à contre-pied, où c'est du sable, donc du silicium probablement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement que c'est asymétrique, c'est-à-dire que l'homme passe complètement au travers, le sable, lui, s'en rencontre. Mais il y a peut-être aussi des situations où les deux formes d'intelligence, de vie, passent complètement au travers l'une de l'autre. Et ça, est-ce qu'on peut même le raconter, ça? La relation qu'on a par rapport aux bactéries qui ne sont pas toujours hostiles, loin de là, qui sont intégrées dans notre organisme et avec lesquelles on a des formes de collaboration très développées. Je sais qu'il y a des panels ici sur le ventre, et on a déjà des formes de collaboration avec des collectifs extrêmement différents de nous, mais on a tendance à pas beaucoup y réfléchir. On réfléchit pas assez avec notre ventre de manière générale. Et pourtant, est-ce qu'on peut manger les extraterrestres? On a bien compris que c'était le sous-titre de cette table ronde. En préparant un petit peu, en discutant avec les uns et les autres, on a parlé de la notion extraterrestre et technologie, intelligence artificielle. On en a parlé ensemble, on en a parlé aussi avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, me dire ce que vous disiez? Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est très important. Avant tout, par les ordinateurs d'aujourd'hui, je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont fondés sur l'intelligence artificielle, comme les manipulateurs symboliques des mathématiques, qui sont très utiles, mais sont fondés sur l'intelligence artificielle, pas sur les choses seulement numériques.
Mais d'une autre façon, nous pensons qu'il faudrait mettre les connaissances de logique mathématique qui ont été développées dans un siècle sur les ordinateurs pour être prêts à comprendre un message extraterrestre. C'est une chose difficile qui n'est pas jamais faite aujourd'hui. Je pense que c'est la prochaine nécessité pour communiquer avec les extraterrestres. Ah, qui veut réagir? Oui, pour les intelligences artificielles, donc on peut concevoir les intelligences bon, seulement avec l'ordinateur, mais il faut, je pense, mettre l'ordinateur dans le robot, hein, pour que ce soit une véritable intelligence au sens où on l'entend. Or actuellement, on dépense beaucoup d'énergie juste sur le soft et beaucoup moins, je dirais, sur la matière. C'est-à-dire que les robots sont faits de matériaux qui sont durs. Et donc, il y a une espèce de décalage entre les capacités calculatoires que les robots sont capables de faire, mais la médiocrité de leur corps. Or, nous, on est terriens, on s'est développé sur une Terre avec une gravité à 9,81 qui a configuré toute notre biomécanique, toute notre morphologie et en même temps toute la cognition. Donc on ne peut pas comme ça séparer, ou en tout cas il faut essayer de réduire l'écart qu'il y a entre cette énergie qu'on a dépensée pour faire des machines à calculer extrêmement sophistiquées qui vont dans des corps qui sont extrêmement pauvres. Et donc si les robots n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est justement parce que le décalage est trop important encore. On fera de l'intelligence artificielle, je pense, intéressante pour la société quand on va pouvoir mettre des ordinateurs intelligents dans des corps intelligents. Quand tout ça, ça va fonctionner ensemble. L'intelligence humaine ne s'est pas développée d'un côté le cerveau et de l'autre côté le corps. Tout ça se reflète. Le cerveau reflète la complexité du corps et inversement. Gilles Moutier. Oui, en fait, j'étais en train de me dire, l'être humain et l'intelligence humaine n'est pas basé uniquement sur une intelligence analytique, physique. Là, on est en train de parler d'intelligence artificielle que moi j'appelle au premier sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui reproduit, qui resimule. Je dirais autre chose après. On parle de systèmes analytiques, de modèles, de robots, mais il me semble que l'intelligence humaine, c'est aussi d'autres aspects. C'est de l'intuition, c'est des choses qui sont dans cet ordre de grandeur totalement différent. Et je me demandais si c'est pas par cette voie-là, donc non rationnelle, non analytique, non physique, qu'il y a peut-être d'autres moyens d'entrer en communication. Et puis, je me posais la question, donc on parlait d'intelligence artificielle, en allant un petit peu plus loin, pour rebondir à ce que vous disiez, finalement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, dans quelques, je ne sais pas, milliers, millions d'années, est-ce que notre devenir à nous d'être humains n'est pas d'être une intelligence artificielle collective, artificielle dans la mesure où, non pas quelque chose qui reproduit, mais quelque chose qui est dématérialisé? Autrement dit, dans quelques millions d'années, serons-nous toujours des objets de chair et d'os, de carbone, d'hydrogène, véhiculant une intelligence, ou n'y aurait-il pas une forme d'intelligence plus évaporée, plus dématérialisée? Et cela peut-il exister par ailleurs? Et n'est-ce pas sous cette forme-là, peut-être, que nous pourrions accéder à d'autres formes d'intelligence et de vie extraterrestre? Vous avez vu le nombre de questions que le simple intitulé pose. Il nous reste un petit quart d'heure. Vous avez la parole. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités? Que vous ayez envie de manger des aliens ou pas? Oui, là-bas. Bonjour. Je voulais juste réagir à quelque chose qu'avait dit Monsieur Macon tout à l'heure et ensuite poser une question là-dessus. C'était à propos de l'idée d'une métrique et d'un temps qui pouvait être universel dans l'univers à propos de ce qu'on savait de la science, la distance entre deux atomes d'hydrogène, ce genre de choses. Ce que je me demande, c'est... La science qu'on a à l'heure actuelle, c'est avant tout une science de modèles. On a d'abord développé des modèles qui ont évolué, qui sont l'aune de ce qu'on pense, de ce qu'on conçoit à l'heure actuelle.
il est tout à fait possible, si une intelligence existe ailleurs dans l'univers, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa morphologie, quel que soit son type, si cette intelligence développe sa propre science avec ses propres modèles, il est tout à fait possible que les modèles ne soient pas les mêmes, et donc l'idée d'une métrique universelle reliée à ce qu'on sait nous de notre science ne soit pas possible, tout simplement. Parce que le modèle serait différent, parce que l'idée de la matière, s'il y aurait une idée de la matière, serait différente, et ça serait imposé en somme une vision de la science humaine aux autres intelligences. Et l'autre question que je me posais là-dessus, c'était justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une perte à chercher à imposer une vision universelle des idées de distance, de temps, ce genre de choses, une perte de la subtilité qu'on a chacun à avoir une vision particulière du monde en tant qu'espèce et en tant que conscience. Il n'est pas possible de faire de la science. La première hypothèse, c'est que s'il y a une civilisation qui veut transmettre des messages, va utiliser surtout la fréquence de la raille de l'hydrogène, c'est-à-dire 1,420 GHz, simplement parce que tous les scientifiques de l'univers connaissent que l'hydrogène, c'est l'élément le plus diffusé par l'univers, et ils connaissent ces transitions de spin, comme les physiciens l'appellent. Alors, c'est une hypothèse. Bien sûr, il pourrait transmettre sur une autre fréquence, mais nous avons fait cette hypothèse et nous allons chercher des signaux autour de la raille de l'hydrogène avec plus ou moins une certaine quantité, parce que ces planètes-là vont tourner et alors il y a un effet Doppler qui bouge la fréquence. Bon, ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils vont transmettre sur des bandes très étroites. Alors, d'une façon personnelle, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que nous allons sur la Terre enlarger les bandes. Maintenant, nous utilisons les téléphones portables qui sont avec 3 bandes, 4 bandes, des choses comme ça. Alors, cette hypothèse-là est une vieille hypothèse. Et pour moi, une mauvaise hypothèse. Mais il y a une raison, que tout le monde, encore aujourd'hui, utilise la transformée de Fourier, découverte ici en France par M. Fourier il y a 2 siècles. C'est très simple, d'une façon mathématique, très très vite. Et alors c'est la chose la plus simple à utiliser. Mais peut-être que nous n'avons pas trouvé le message parce que nous avons utilisé l'algorithme mathématique trompé. Alors, j'ai passé 20 ans de ma vie, par exemple, à étudier un autre algorithme mathématique qui va prendre des signaux sur des bandes très larges. C'est une transformation aux axes principal dans l'espace de Hilbert. Je ne vais pas parler de cette chose, mais c'est un autre problème qui doit être résolu. Et alors, pour venir à votre considération, veuillez m'excuser, mais je ne pense pas à des situations universelles. C'est trop optimiste. Malheureusement, nous avons à résoudre des problèmes très pratiques. Nous le faisons comme nous pouvons, et ça, la situation du SETI maintenant. Pour répondre à la question qui était « est-ce que c'est une perte de temps ?» Non, je ne pense pas que ça soit une perte de temps. Simplement, il faut être conscient que ce n'est sans doute qu'une vision partielle des choses. Mais encore une fois, c'est difficile d'imaginer ce qu'on n'est pas capable d'imaginer. Donc faisons déjà ce qu'on est capable de faire et puis on essaiera de faire mieux plus tard. Hervé Cotin, vous vouliez réagir? Non. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui, monsieur devant. Il y a 2 intelligences humaines, la féminine et la masculine. Et chez les extraterrestres, est-ce qu'il y a cette notion de différence sexuelle pour la reproduction? Puisque là, il y a des comportements qui peuvent des émotions différentes, donc des approches différentes. Sylvie Lenné. Alors là, je me précipite sur le micro, non pas parce que je suis une forme d'intelligence féminine, mais parce que j'ai écrit une nouvelle, justement, l'Opéra de Chaya, dans laquelle la communication avec une race extraterrestre se passe très bien. Il manipule très bien le langage humain. Elle est en apparence tout à fait satisfaisante, cette communication, à part que
il y a un petit détail qui échappe là encore complètement. J'ai des humains qui ne sont pas très doués finalement. Ils communiquent très bien avec cette intelligence extraterrestre sans se rendre compte que le substrat biologique, et en particulier, il ne faut pas que je spoil trop, mais la manière dont cette race se reproduit n'est pas du tout basée sur un principe masculin-féminin comme ça se passe chez nous. On peut imaginer des tas d'autres choses. De toute façon, déjà dans notre univers, il y a la cisparité, il y a tout un tas d'autres manières de fabriquer, de reproduire des êtres vivants. Ça ne me semble pas un très bon postulat d'imaginer qu'on a forcément une opposition homme-femme. Moi, j'ai joué avec l'idée de créatures qui avaient besoin d'aller chercher de l'ADN le plus étranger possible pour faire évoluer le leur et justement avoir des générations où on n'a pas des descendants qui soient strictement identiques aux reproducteurs. Ça, c'est probablement... Enfin, je ne suis pas biologiste, mais je pense que c'est une des règles qui permet, un des mécanismes qui permet l'évolution. Et l'évolution est nécessaire à la progression de l'intelligence et de l'espèce. Mais bon, c'est pas forcément en mélangeant de l'ADN masculin et de l'ADN féminin, sans doute. Hervé Gottin. Oui, avant d'aller chercher des questions autour du féminin et du masculin, posez-vous la question de définir la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Parce qu'on parle de vie extraterrestre, mais la question fondamentale au début, c'est déjà qu'est-ce que c'est que la vie ? Et on sait très bien la définir quand on décrit le vivant terrestre. Justement, comme je disais tout à l'heure, il y a l'unité de base, la cellule. Mais si on cherche une définition qui serait générale, dans le cadre de on la recherche ailleurs, ou même quand on se pose la question de savoir quand est-ce qu'elle est apparue sur la Terre, eh ben, il y a des colloques entiers, des chercheurs qui ont passé leur vie à réfléchir sur la question et personne ne se met d'accord. Mais en gros, l'idée de quelque chose qui serait vivant, sans parler d'intelligence, parce que là, la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence, il y a d'autres personnes qui y réfléchissent toute leur vie aussi. Mais l'idée que quelque chose serait vivant, c'est quelque chose qui serait capable de se répliquer, alors par reproduction sexuée, pourquoi pas, mais il y a plein de bactéries qui se répliquent sans reproduction sexuée, et d'évoluer. C'est-à-dire que dans cette réplication, à un moment, il y a une erreur, sans que ce soit péjoratif du tout, une erreur qui est commise, et puis là, c'est tout le schéma de l'évolution darwinienne qui se met en place. Est-ce que cette erreur est favorable dans un environnement donné ? À ce moment-là, cette nouvelle entité évolue, peut-être au fil du temps va se complexifier. Et si dans un autre environnement, cette erreur, ce changement dans cette réplication va être défavorable et cette nouvelle entité va périr. Donc c'est ça. Donc tout ce qui gravite, à mon avis, autour de cette notion de c'est quelque chose qui se réplique et qui évolue, pour moi, en gros, après il faut mettre beaucoup de bémols, il y aurait peut-être des contre-exemples, c'est quelque chose de vivant. C'est pas forcément quelque chose d'intelligent, mais c'est quelque chose de vivant, sans parler de forme, de taille, et d'autres concepts, sans même parler de carbone, d'eau, d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on a échappé cette question déjà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Et posez-vous cette question, essayez de vous trouver, vous, une définition de la vie. Qu'est-ce qui ferait que si vous arrivez sur une planète, vous dites, tiens, ça y est, j'ai trouvé un extraterrestre. Pas forcément un petit homme vert, ça peut être une petite bactérie verte ou orange ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui ferait que vous direz, tiens, ça y est, j'ai découvert de la vie, et c'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est pas forcément un dinosaure ou un petit titi, voilà, un cristal qui se réplique, qui évolue, qui communique, des grains de sable. Est-ce que ces grains de sable, quelle est leur évolution ? Est-ce que c'est toujours le même support matériel ? Qu'est-ce qui est transmis ? Qu'est-ce qui leur a permis d'évoluer ? Voilà, tout ça, ce sont des questions qui sont extrêmement intéressantes. Gilles Mouquet. Encore des questions. En fait, je me dis, la question qui a été posée, c'est une question, encore une fois, très liée à l'anthropomorphisme. Quel est le but de la vie ? Je ne dis pas le sens de la vie, mais le but de la vie, quel qu'il soit, c'est de perpétuer l'espèce. Que ce soit des êtres humains, des animaux, des plantes vertes, le but c'est de perpétuer l'espèce. Et donc chacun développe sa manière de perpétuer l'espèce. Nous, les êtres humains, il y a des garçons, il y a des filles, il y en a qui ont un X et un Y. Dans d'autres systèmes, les fleurs, ça fonctionne différemment, mais le but il est toujours le même, il est de perpétuer l'espèce. Et la manière dont l'espèce se perpétue agit derrière sur le fonctionnement de chacun. Mais on peut imaginer, comme vient de le dire mon collègue, des tas d'autres formes de perpétuation
que ce soit des clonages spontanés ou quoi que ce soit, ou d'ailleurs pas de perpétuation, pardon, pas de reproduction. On peut imaginer des espèces qui soient immortelles, donc pas besoin de reproduction. Et à ce moment-là, la question d'un homme et d'une femme et d'un comportement masculin et d'un comportement féminin n'a plus à se poser. Donc je pense que la question se pose sur nous, êtres humains qui sommes ici, mais n'a pas forcément un sens ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? On a le droit à une dernière. Oui. Est-ce que vous pouvez juste vous lever qu'on vous voit bien? Merci. D'abord, une expérience intellectuelle, tout simplement, c'est qu'il y a aussi une nouvelle de science-fiction qui s'appelle « Comment servir l'homme ». Et donc, en fait, ce sont deux civilisations qui se rencontrent, et puis la Terre, les terriens voient que les extraterrestres ont un livre qui leur explique comment servir l'homme. Alors ils sont très contents parce qu'ils croient que... c'est un problème sémantique, quoi. Ils croient qu'il s'agit du service, de rendre service. Mais en fait, on découvre à la fin que c'est pas ça. C'est une nouvelle de Damon Knight qui a été très bien parodiée dans Les Simpsons aussi. Et aussi, alors donc la question, qui n'a rien à voir, il y a des milliers de témoignages. J'ai du mal à comprendre que dans ce débat, on pense uniquement à voir comment nous, on peut aller en contact avec donc des intelligences extraterrestres. Donc on n'a absolument pas abordé la possibilité contraire. Et il y a quand même des milliers de témoignages d'expériences OVNI, avec des gens qui sont, je pense, aussi qualifiés que vous sur le plan scientifique, qui décrivent par exemple des comportements intelligents. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas reproductible en laboratoire, peut-être. Mais alors, la question, c'est par rapport au SETI, je voudrais savoir si, par exemple, comme ces témoignages sont quand même précis sur le lieu, l'heure, etc., est-ce qu'on pourrait, par exemple, ou est-ce que ça a été pensé, de capter, voir si on peut capter quelque chose à ce moment précis, de particulier, voir si, est-ce que, parce que plutôt que d'aller chercher dans les étoiles, ce qui pourrait, pourquoi balayer l'hypothèse de la véracité de ces témoignages et ne pas chercher justement à voir s'il n'y a pas des signaux derrière qui puissent être intelligibles. Monsieur Macon. Ok. Je voudrais vous dire l'opinion de la communauté SETI sur les ovnis. C'est absolument fondamental. Alors, veuillez m'excuser, mais nous pensons que les ovnis ne sont pas des vrais extraterrestres. Les ovnis sont des projets militaires secrets payés par les nations les plus avancées dans la technologie au monde, qui sont secrets parce qu'ils sont militaires, mais n'ont rien à faire avec les vrais extraterrestres que nous cherchons dans les autres systèmes stellaires. Okay? Alors, c'est une chose délicate. Je comprends bien sûr l'idée. C'est-à-dire que, je vais faire un exemple seulement. Alors, les cercles dans les champs de campagne, des choses comme ça. Alors, une fois j'étais à l'Amérique, j'ai parlé avec des personnes qui connaissent plus que moi sur les ovnis, et j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de cette chose? Alors, je vous donne la réponse qui a été donnée à moi, la même, hein? Je ne change rien de rien. Oh, ce sont les Français. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous dites? Ce sont les Français. Oui, bien sûr. Les militaires français veulent démontrer aux militaires américains qu'ils ont des technologies plus avancées. Alors, les Français ont mis autour de la Terre un satellite qui va brûler ces figures spéciales, bien sûr, avec des ordinateurs très avancés, des technologies, des ondes micro-ondes très avancées, pour montrer aux Américains qu'ils sont plus développés. Alors, ça c'est l'idée, vous avez compris. Nous pensons, nous veut dire les scientifiques qui font les vrais SETI, c'est-à-dire utilisent les grands radiotélescopes sur la Terre pour recevoir des messages des autres systèmes solaires. Alors, nous pensons que les ovnis ne sont pas de vrais extraterrestres. Merci.
On va s'arrêter là, il est déjà 13h01. Restez là parce que la conférence suivante, c'est « Peut-on booster son intelligence ?» Il y aura aussi une conférence éthique et intelligence et rencontre avec Philippe Ward et Sylvie Mier. Merci à tous et tout de suite, vous pouvez retrouver les auteurs.